Si. Ok, super, parfait. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui et de pouvoir de participer et de vous présenter ce workshop en français. J'espère que vous allez apprécier. Donc, le bien-être des professeurs, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi, quelque chose que j'essaye de partager dans l'école où je suis. Mais je tenais de parler de quelque chose d'important avant de commencer. Cet atelier va traiter de ce que vous pouvez faire pour améliorer votre bien-être, pour réduire votre stress. On va se focaliser beaucoup sur le stress. Mais bon, il faut aussi savoir que votre bien-être ne dépend pas que de ce que vous allez faire pour être mieux. Ça va aussi dépendre de l'environnement où vous travaillez, bien sûr. Je tenais vraiment à préciser ça, parce que c'est pas juste vous et ce que vous allez faire, non, c'est aussi ce que vos managers, ce que votre directeur va mettre en place est aussi important pour assurer une bonne atmosphère au travail. Et, mais ça, c'est un autre atelier. Non. Donc aujourd'hui, on se focalise sur vous et ce que vous pouvez faire. On va regarder, je voulais vous présenter un petit peu ce dont j'allais parler. Donc tout d'abord, on va réfléchir un petit peu, revenir en arrière aussi. On va essayer de comprendre le stress, comment il fonctionne. Je sais que certains d'entre vous le savent déjà, mais c'est important d'en reparler, de remettre les points sur les i, on va dire, car le cerveau a tendance à oublier parfois. Ensuite, on va ensemble regarder quelques stratégies pour réduire le stress. Et ensuite, quelques notes finales. Donc, on va commencer. Et tout d'abord, comme je vous disais, on va réfléchir. Pourquoi enseignez-vous? On va prendre quelques minutes pour essayer de se souvenir pourquoi vous avez pris cette décision de devenir enseignant. Et cette réflexion, en fait, elle peut avoir un impact positif sur vous. Il, euh, il aide à vous souvenir pourquoi vous êtes là et d'où vous venez. Ça peut être particulièrement important, ça peut vous aider dans des moments difficiles de dire, bon, c'est en train de... Je suis stressée, oui, mais pourquoi est-ce que je fais ce travail? Ça peut vous aider à rester motivé. Donc, je vais vous laisser réfléchir pendant quelques secondes et partager aussi pourquoi moi j'enseigne. Donc, moi, j'enseigne l'anglais. J'enseigne aussi le français de temps en temps, mais ma passion, c'est d'enseigner l'anglais. Et j'ai décidé de faire ce métier parce que je voulais transmettre ma passion. Et ça m'apporte un grand bonheur, en fait, de transmettre cette passion. Donc, je vais vous laisser quelques secondes et essayer de vous souvenir. Pourquoi est-ce que vous êtes devenu enseignant de prof de français? Ok, je vais continuer. C'est bien d'avoir ça en tête. On va continuer dans la réflexion et je vais vous montrer la diapositive suivante qui est composée de plein de valeurs. Ça va faire beaucoup et je vais vous demander de choisir trois valeurs qui sont importantes, les plus importantes pour vous et vous allez me dire, ah, c'est difficile de choisir parce qu'il y a trop de valeurs, elles sont toutes importantes, mais vous devez en choisir trois. Donc je vous montre la diapositive qui suit. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on va faire cette activité? On va faire cette activité parce que savoir ce que vous défendez en tant qu'enseignant et en avoir conscience peut être très puissant pour vous, pour vos motivations, pour l'école. Et donc, vous allez en choisir trois
et vous allez les partager avec quelqu'un en salle que Estelle va très gentiment m'organiser. Donc, vous en choisissez trois. Les plus importantes pour vous, je vous montrerai les miennes après et vous allez expliquer pourquoi ces valeurs sont importantes pour vous. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et ensuite, selon les groupes, Estelle, je ne sais pas si tu peux faire des groupes de deux ou de trois, quelque chose comme ça, et vous aurez 5 minutes pour discuter en salle. Ok, donc j'ai fait pause pour l'enregistrement. Ok. Euh, des, in- des discussions très très intéressantes. C'est une activité que vous pouvez reproduire. Vous pouvez le reproduire dans votre école. Vous pouvez décider de le garder pour vous aussi, c'est pas comme vous le souhaitez. Mais vous pouvez aussi le faire avec vos collègues, vous pouvez le faire avec vos élèves. Si vous gardez un groupe d'élèves pendant plusieurs mois ou même plusieurs semaines, c'est intéressant en fait d'instaurer des valeurs. Donc, je vous avais dit que je vous montrerai les miennes. Donc, voilà, je pense que c'est bon. Oui. Donc moi j'avais choisi empathie, je crois que j'ai entendu empathie dans d'autres groupes aussi, gentillesse. J'ai eu un élève dans un cours qui nous a dit un jour euh, que pour lui la gentillesse c'était la base de tout. Et j'étais assez d'accord avec lui. Gentillesse, on devrait commencer par ça. Et l'honnêteté, alors l'honnêteté c'est un petit peu mon côté, je dis toujours français parce que j'ai besoin d'honnêteté pour créer des relations et c'est la même chose avec mes élèves. J'ai besoin de cette relation d'honnêteté, que eux soient honnêtes avec moi et vice-versa. Et c'est la même chose avec mes collègues. J'ai besoin de ça. Donc voilà, donc la raison d'être et les valeurs, ce sont des concepts vastes et parfois un petit peu difficiles à formuler. Mais je pense que l'effort en vaut vraiment la peine. Et une fois que vous avez défini ces valeurs, que vous les changez, parce que je crois que vous étiez arrêté sur trois, mais vous pouvez choisir je ne sais pas, les afficher sur votre portable. Moi, je les ai sur mon porte-crayon au travail. Voilà. Ou ça peut être sur le tableau blanc dans la salle des profs, comme vous le souhaitez. Euh, On va continuer. Maintenant, comme je vous disais au tout début, on va prendre un moment pour comprendre ce qu'est réellement le stress. Comme vous le savez, le stress, c'est une sensation courante que tout le monde, tous les êtres humains ressentent. Même la personne qui a l'air super sûre d'elle dans la rue, elle aussi, elle ressent du stress. C'est comme la colère, comme la tristesse, comme la joie. Elles sont toutes nécessaires finalement. Et la science montre que tout le stress n'est pas mauvais. Parce que quand on parle du stress, on l'associe généralement à quelque chose de négatif. Mais il faut aussi savoir que des périodes de stress modérées et gérables, non, ça peut nous aider à grandir et à devenir plus résilients en fait, ou mieux préparés à la prochaine crise. Je vais vous donner un exemple, l'exemple par exemple, si vous êtes observé, si vous avez votre supérieur qui vient vous observer, on va être stressé, mais ça, c'est normal. Et c'est ce qui va vous aider à vous préparer, à peut-être vous donner de l'énergie également. Et aussi, j'imagine, moi, c'était le cas quand je devais enseigner une partie de grammaire anglaise que je n'avais jamais enseignée. Eh bien, je me sentais un petit peu stressée. Mais ça, encore, c'est normal. Mais lorsque le stress devient constant, notre corps, en fait, il désactive pas le système d'alarme.
le cortisol, l'hormone du stress, il reste élevé. Si on a un stress constant tous les jours, notre corps, il ne sait pas vraiment comment réagir. Et avec le temps, ça va entraîner des choses que vous connaissez, l'épuisement, l'anxiété, des troubles de la mémoire et chez certaines personnes, à, et à la fin, ça va peut-être entraîner malheureusement un burn-out. Quand je parle du stress, j'aime bien le comparer à une alarme incendie. Si se déclenche de temps en temps, c'est pour vous protéger. Mais si elle sonne en permanence, ça va vous épuiser. Et qu'est-ce que ça veut dire dans la salle de classe? Ça veut dire que vous allez avoir du mal à enseigner correctement et à pouvoir aider vos élèves. Le stress, c'est aussi une émotion, c'est une réaction. Et comme la citation le dit, chaque fois que nous avons l'impression que les exigences auxquelles nous faisons face sont supérieures aux ressources que l'on a, le cerveau va l'interpréter comme une menace. Et en fait, ce qui se passe après, c'est automatique. C'est dans le cerveau, c'est qu'est-ce que je fais? Je reste ou je m'enfuis. Votre, votre rythme cardiaque va s'accélérer, vos muscles se contractent, votre patience va rétrécir en classe et même des petites choses que normalement vous arrivez à gérer vont devenir insurmontables. Donc ça, c'est vraiment l'extrême où on ne veut pas vraiment arriver avant le burn-out, avant. On a besoin de stratégies pour pas éliminer totalement le stress parce que c'est impossible. Comme on l'a dit au tout début, c'est un sentiment, une sensation normale, mais pour réussir à le gérer, pour pouvoir avoir une vie plus équilibrée et pouvoir à la fois prendre soin de soi, avoir des relations au travail, euh, av- prendre plaisir à travailler et avoir cette espèce de balance. C'est pas comme ça qu'on dit ça. Je suis désolée, j'ai des mots qui ne sortent plus en français. Je suis à Malte. Du coup, mais d'avoir voilà, équilibre, c'est le mot que je cherche. Euh, Vie personnelle, vie professionnelle. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est à quoi ressemblent les facteurs de stress chez les enseignants. Donc, je voudrais que vous pensiez à tous les facteurs de stress auxquels vous pensez. Je voudrais que vous les écriviez dans le chat. Pour vous donner un exemple, pour vous montrer la route à suivre, un des facteurs de stress auxquels je pense, ce serait une charge administrative très importante. Parce que même si on est professeur et que notre travail se passe en classe, il y a aussi d'autres choses qui se passent autour de nous. Donc, voilà, la charge administrative. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat, écrire quelles sont les choses qui vous stressent, quelles sont des choses ou qui génèrent du stress? Je crois qu'il y a déjà des commentaires. Hop. Emploi du temps surchargé, oui. Les niveaux différents à gérer, oui. Ok. Travail administratif. Ah, équilibre. Marie, elle avait mis pour moi le mot équilibre quand je le cherchais. Merci. Il faut vraiment que je mette le chat à côté. Quoi d'autre? Nouveau groupe d'étudiants. D'accord. Oui. Les horaires. Hmm. Hmm. L'ambiance au travail. Oui. Répondre aux exigences de l'employeur. Oui. Et aussi, parfois, je crois que c'est sur l'une de mes diapositives, si je ne me trompe pas, vos exigences à vous aussi. Les exigences que vous vous imposez et qui peuvent être assez
assez difficile, assez haute. Exigence personnelle. Parfois, on se place la barre trop haute. Manque de ressources, oui. Hum. Si par exemple, dans votre école, il y a dans des écoles, on utilise des livres, des manuels, dans d'autres, pas du tout. Et ça peut être vraiment très difficile. Ok. Étudiant irrespectueux, oui, oui. Hmm. Manuel ou programme imposé, ça c'est vrai aussi. Ouais. Il y a des manuels qu'on n'aime pas des fois ou qui ne sont pas comme on voudrait. Hmm. Ok, je vais vous montrer ce que j'ai. Je vais essayer de garder le chat ici. Hmm. Alors, juste pour que vous sachiez, je n'ai rien inventé, bien sûr. C'est une recherche qui a été faite. Alors, je vois Marie qui dit aussi. Bien sûr, oui, oui. C'est selon une étude qui a fait des recherches sur le bien-être du professeur de langue. Et les facteurs de stress, bien sûr, varient selon les pays, mais il y a certains points communs. Donc, on va regarder. Le premier que je vous disais, c'était les responsabilités administratives. On a aussi les problèmes de discipline. Quelqu'un l'a mentionné dans le chat. Les pressions de performance, vous l'avez mentionné aussi, que ce soit vos pressions personnelles ou de votre responsable. Les relations de travail, parce que on est humains et parfois ce n'est pas facile. Charge de travail déraisonnable. Les styles de leadership. J'avais, quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser à un changement quand on a changé de directeur dans une de mes écoles, totalement différent. Et c'était un petit peu de stressant d'essayer de comprendre les attentes du nouveau directeur. Euh, et alors là, donc, ce qui était en noir, ça peut être euh, relationné aux enseignants en général. Maintenant, ce qu'on va voir en rouge, c'est lié aux professeurs de langue. L'anxiété linguistique. Ça veut dire euh, que les professeurs peuvent eux-mêmes ressentir de l'anxiété parce qu'ils doivent utiliser, bon, le français ici pour vous. Pourquoi? Alors, il y a deux cas. Désolée, attendez, j'ouvre la porte. Excusez-moi, j'ouvre la porte à mon chien. Euh, Désolée. Donc, deux cas, le professeur qui est natif et le professeur euh, qui justement utilise cette langue comme moi quand je suis professeur d'anglais. Ce n'est pas ma langue native, ce n'est pas ma langue maternelle. Et parfois, je suis stressée car si j'enseigne un niveau très élevé, je me dis, est-ce que je vais savoir tout dire? Ou alors, est-ce qu'ils vont me poser des questions? Parfois, j'ai des élèves français et ils me demandent de traduire et mon cerveau se bloque. Et l'enseignant natif, j'ai des collègues qui m'ont confié qu'ils se sentaient stressés parce que les élèves pensaient qu'ils savaient tout, comme un livre en fait. Ils les prenaient pour leur dictionnaire et parfois il y a des différences entre l'anglais britannique, l'anglais américain, etc. Et ils sentaient une pression de la part des élèves et ils ont eu des réflexions, ah bah pourquoi tu ne sais pas si alors que tu es natif, c'est pas normal. Donc ça, c'est du stress. Ensuite, on a les méthodologies à haute énergie. Les méthodologies que nous utilisons de nos jours, comme l'approche plus communicative. Bien sûr, ce sont les élèves qui discutent, mais ce sont des méthodologies qui requièrent que l'enseignant soit présent en permanence
debout, en train de faire des activités, vérifier plein de choses en même temps. Et ça, eh bien, ça nous fatigue. Le travail émotionnel, euh, ça se réfère au fait que en tant qu'enseignant, on a nos propres émotions et ces émotions, on doit les laisser à la porte quand on rentre dans la classe et on doit se focaliser aux émotions de nos élèves et à comment ils se sentent et on doit nous focaliser là-dessus et euh, nous oublier en fait, dans un sens. Donc voilà, donc ça, c'est ce que l'étude, la recherche a montré. Maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on peut, quelles sont les stratégies que l'on peut utiliser pour réduire ce stress, pour se sentir mieux. Je donne souvent cet exemple du masque à oxygène. Dans l'avion, on nous demande de mettre notre masque à oxygène en premier. C'est la même chose pour nous. On ne va pas pouvoir aider les élèves si on ne s'occupe pas de nous-mêmes en premier. Parce que ça a un impact. Notre bien-être a un impact sur notre classe, sur nos élèves, et il faut qu'on se mette en premier. Je cherchais un autre mot, c'est pas celui-là que je cherchais. Ça, c'est pas ça le mot que je cherche. Ensuite, alors, je vais vous montrer un acronyme. Reset. Réinitialiser votre stress. Le premier, reconnaître votre stress et relâcher. Comment vous pouvez faire pour reconnaître votre stress? Je pense que euh, nous avons tous différents signaux d'alarme. Euh, le mien, ça serait peut-être, je me sens le dos tout noué, j'ai mal au dos, j'ai mal au cou. Peut-être que je me sens plus fatiguée que la normale. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que le stress, comme n'importe quelle émotion, c'est contagieux. Si vous êtes heureux, si vous arrivez en souriant, vos collègues vont interagir d'une manière différente avec vous. Et si vous êtes stressé, c'est la même chose. Donc c'est important de savoir comment est-ce qu'on fonctionne pour euh, réagir et euh, pour réagir et essayer de résoudre le problème. Donc, si vous savez, si vous reconnaissez vos signaux d'alarme, vous pouvez essayer de dire, bon, je suis stressée, qu'est-ce que je vais faire? Euh, qu'est-ce que je peux faire ce soir? Qu'est-ce que je peux faire ce week-end? Ou si vous êtes en classe, comment je fais? Vous connaître vous-même est très important. Maintenant, quels sont les pièges habituels? Quand vous êtes stressé, qu'est-ce que vous faites? Quand je dis que ce sont des pièges, je ne veux pas dire que c'est pas bien de le faire, c'est juste que vous n'allez pas résoudre le problème. Ce n'est pas une solution, le problème n'est pas traité. En général, moi, je regarde une série et plusieurs épisodes et j'oublie ce qui se passe. Mais comme vous pouvez le voir, le problème n'est pas traité du tout. Et il faudrait choisir en fait une activité qui aide à, à réfléchir pour trouver une solution. Qu'est-ce qui peut vous aider? Personnellement, ce qui m'aide, marcher avec mon chien, me balader, écouter de la musique, ça, ce sont des activités qui m'aident. Donc, je vous encourage à noter vos signes d'alarme pour réagir et savoir quoi faire. Vous pouvez bien sûr. Ah, et Estelle est en train d'écrire. Hmm, oui.
Ah, c'est intéressant. Je me demande dans quelle ville, par contre, c'était, si tu te rappelles. C'est intéressant. Mais ça peut vous aider. Voilà, de voir les... Ah, aux États-Unis, ok. Donc, quels sont vos signaux d'alarme? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour résoudre, entre guillemets, le problème? On a aussi être à l'écoute de l'instant présent. S'ancrer dans le présent, parce que parfois, quand on est stressé, on, on oublie d'être présent et notre cerveau s'enfuit dans ce stress comme quand on est en colère. On, on va juste continuer à être en colère et pas vraiment prendre du recul, respirer un petit peu et revenir au moment présent. Ne pas continuer dans le stress. Donc on va essayer, on va regarder comment est-ce que vous pouvez faire. Être ancré dans le présent, c'est lié au sens. Voir, entendre, sentir, goûter, toucher. Comme par exemple écouter une chanson. Un de mes élèves avec qui j'avais fait une leçon liée à ce thème m'avait parlé de marcher pieds nus dans l'herbe. Et j'avais trouvé cette idée vraiment intéressante, pas maintenant en hiver, bien sûr, mais cette idée de marcher pieds nus et de sentir toutes les sensations, que ce soit les odeurs, le toucher, les pieds sur l'herbe, ça m'avait paru très intéressant. Respirer profondément. Vous pouvez décider de respirer, de faire pause et, euh, et de prendre un moment pour vous. On va faire ça maintenant. Donc, euh, je vais vous demander de... C'est une espèce de petite, ce n'est pas une méditation, mais c'est un moment, voilà, on va juste être en pause pendant 2 minutes. Et je vais vous demander de me suivre. Si vous le souhaitez à un moment donné, je vais vous dire de fermer les yeux. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Si vous n'avez pas envie de fermer les yeux, il n'y a aucun problème. Donc, on va prendre un moment, respirer profondément et détendez vos épaules. Parce que parfois, les épaules, elles sont tendues. Votre mâchoire aussi, vos sourcils. Et observez ce qu'il y a autour de vous. Donc, bien sûr, vous avez l'écran, mais qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous n'avez pas besoin de bouger la tête. Vous pouvez observer les couleurs, les formes, les textures, avec curiosité et intérêt. Une autre, une autre inspiration maintenant. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et si vous ne pouvez pas fermer les yeux, vous pouvez juste adopter un regard un petit peu plus léger. Portez l'attention sur les sons autour de vous, même les bruits de fond, le bourdement des appareils, les conversations lointaines, peut-être les voitures dehors, et observez-les. Je vous laisse un instant focaliser sur les sons. Maintenant, on va se focaliser sur le toucher. Ressentez le poids de votre corps sur la chaise ou sur le canapé, la température de votre peau. Peut-être que vous avez les mains sur vos cuisses. Vous pouvez sentir la chaleur de vos mains. Bougez légèrement les doigts et les orteils pour vous connecter aux sensations physiques. Maintenant, respirez profondément par le nez et essayez de distinguer les différentes odeurs.
Maintenant, je vais vous demander d'inspirer et d'expirer et de revenir avec moi. Vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. C'est pas très long. On n'avait pas beaucoup de temps, mais j'espère que euh, vous vous sentez peut-être un petit peu mieux euh, à présent. Autre chose que vous pouvez faire, c'est de stabiliser votre corps. Donc, je vais vous parler des compétences type. Donc, c'est en anglais TIPP. Ça vient de l'anglais. Donc, je l'ai traduit. Ça correspond pas toujours à la lettre, mais ça correspond à ce qu'il faut faire. On va regarder le premier, température. L'idée, c'est de changer la température de votre corps. Quand on est stressé, on peut peut-être transpirer plus, avoir chaud, avoir les mains moites peut-être aussi. On voit souvent dans les films, je l'ai fait aussi parfois, vous savez, mettre de l'eau froide sur le visage. Donc là, on recommande de passer un glaçon sur le visage. Vous pouvez aussi vous tenir face à de l'air conditionné et le laisser vraiment souffler sur le visage. Prendre une douche froide aussi pourrait aider. Le suivant, c'est l'exercice intense. En fait, l'idée, c'est de faire de l'exercice pour correspondre à l'intensité de l'émotion. Donc, vous pouvez courir. Vous n'avez pas besoin de faire un marathon. Vous pouvez juste peut-être courir pendant 5 minutes dehors, faire quelques pompes, ou alors, si vous n'aimez pas le sport, vous pouvez aussi mettre de la musique et danser d'une manière énergique. Le suivant, euh, respiration rythmée. Je ne sais pas si vous connaissez la respiration en boîte. Donc, ça serait la respiration en boîte, c'est inspirer 4 secondes, bloquer la respiration pendant 4 secondes, expirer 4 secondes et bloquer la respiration pendant 4 secondes et recommencer jusqu'à ce que vous vous sentez mieux. Ça, c'est la respiration en boîte. Maintenant, la respiration rythmée, ça serait inspirer 4 secondes, retenir pendant 7 secondes et expirer pendant 8 secondes. Et selon cette étude, ça aide euh, à revenir au calme. Et bien sûr, vous répétez jusqu'à ce que vous vous sentez mieux. Donc 4, 7, 8. La relaxation musculaire progressive. Ça consiste à vous concentrer sur un groupe musculaire à, les uns après les autres. Après, vous pouvez décider de n'en faire que quelques-uns. Et pour vous donner un exemple, vous pouvez contracter votre main pendant plusieurs secondes, mais contracter fort, jusqu'à peut-être voir les ongles dans la main. Vous fermez le poing, vous contractez très 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 fort pendant plusieurs secondes, et ensuite vous relâchez. Ça a plusieurs effets. Personnellement, je trouve que ça m'aide à me focaliser sur autre chose. Parce qu'en fait, vous êtes focalisé sur ce qui vous stresse. Et quand vous faites ça, votre attention est portée sur autre chose. Et aussi, ça relaxe vos muscles. Vous pouvez ensuite passer à d'autres parties du corps. Ça peut être les cuisses, les resserrer les cuisses et ensuite les relâcher. Ensuite, et c'est mon préféré, exprimer votre gratitude. Je fais ça depuis s- plus de 5 ans. Tous les soirs, j'écris quelque chose euh, qui m'a fait me sentir reconnaissante.
pendant ma journée. Je choisis trois choses. Ça peut être des choses très simples, comme des choses euh, plus, plus importantes. Comme par exemple se sentir reconnaissant parce que j'ai un siège dans le bus pour aller au travail ou pour revenir du travail. J'ai un siège dans le bus. Hier soir, je me suis sentie reconnaissante parce que j'ai eu une journée un petit peu stressante. J'ai voulu faire un tour à pied et mon mari a accepté de faire ce tour à pied avec moi. Je me suis sentie vraiment très reconnaissante qu'il accepte de le faire. On a des journées très compliquées où on se dit de quoi je vais me sentir reconnaissant aujourd'hui. Mais on peut penser à ce moment-là à tout ce qui se passe dans le monde et je suis sûre que vous pouvez trouver. Le dernier, c'est un temps d'accueil pour les pensées et les émotions. J'ai écrit temps d'accueil pour les pensées et les émotions en général, mais je voudrais qu'on se focalise un peu plus sur vos inquiétudes. Parce que les inquiétudes, c'est ce qui nous réveille la nuit. Enfin, parfois, ça ne nous réveille pas, mais ça nous tient éveillés la nuit. On se réveille la nuit et on ne peut pas se rendormir. Je ne sais pas si ça n'arrive qu'à moi, je ne crois pas. Mais euh, avoir un temps dédié à nos inquiétudes nous peut aider à, c'est scientifiquement prouvé, à réduire ce temps où vous êtes réveillé la nuit. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Vous pouvez avoir soit le faire sur votre portable, soit le faire dans un journal, quelque chose dédié à ça. Et vous allez écrire dans ce journal ce qui vous inquiète. Essayez de trouver un moment régulier tous les jours. Je vous conseille de le faire avant d'aller vous coucher, pas juste avant d'aller vous coucher, car il faudrait faire une autre activité relaxante après, comme de la méditation, lire un livre, vous brosser les dents peut-être, quelque chose comme ça. Mais de le faire le soir. D'écrire vos inquiétudes. Qu'est-ce qui vous inquiète? Peut-être vous êtes inquiet pour demain parce que c'est une leçon un peu plus compliquée, ou peut-être, mais ça peut être des choses personnelles. Alors, je suis inquiète parce que je vais revoir cette personne et je ne sais pas comment ça va se passer. Et en fait, ce qui se passe, c'est comme si vous piégez un petit peu votre cerveau. Le cerveau pense que vous en êtes occupé. Et c'est ce qui va faire que que vous vous en êtes occupé. Et aussi, le cerveau dit, bon, j'ai un temps dédié pour m'inquiéter. Ce n'est pas le moment maintenant. Je m'inquiéterai demain. Je m'inquiéterai plus tard. On verra ça plus tard. Aujourd'hui, maintenant, je me focalise sur ce que j'ai envie de faire. Merci Bruno. Voilà. Donc ça, c'est un temps d'accueil qui peut vous aider. Voilà. Donc ça, c'est l'acronyme RESET que j'ai trouvé pour essayer de regrouper quelques stratégies pour vous aider pour le stress. Et la dernière chose avant qu'on parte que je voulais mentionner, c'est une évidence. Si vous êtes heureux, les élèves sont heureux, vous pouvez lire, tout le monde est heureux en fait. Votre chef est heureux parce que vos leçons sont mieux. Si vous êtes heureux, vous avez des meilleures relations avec les autres personnes également. C'est plus facile quand on se sent bien d'avoir de meilleures relations. Et surtout, je veux terminer là-dessus. Si vous sentez que vous avez l'impression que vous vous noyez, que vous êtes en train de vous noyer, demandez de l'aide. Je vous assure qu'il y a toujours des personnes sur lesquelles on peut compter et qui vont vous écouter et même vous donner, vous aider, vous donner des solutions. Si vous avez la possibilité, si vous avez une bonne relation de travail, de même un petit peu personnel à votre chef et que vous avez la possibilité d'en parler, peut-être qu'il pourra vous aider, peut-être qu'il sera... Nous, ça nous est arrivé qu'il y a des enseignants qui se sentaient trop stressés et en essayant de comprendre pourquoi, eh bien, on peut essayer de trouver des solutions ensemble. Mais si vous n'en parlez pas, c'est un petit peu plus compliqué.
Et des collègues, parlez-en à vos collègues. Je pense que voilà, c'est très important. J'ai ajouté ici la bibliographie. euh, et voilà, c'est en anglais, mais la plupart est voilà, les livres existent en français. Si ce sont des vidéos, il y a des sous-titres. Si vous êtes intéressé, voilà. Et je ne sais pas si Estelle souhaite. Moi, je peux partager la présentation avec vous. Euh, N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous passer la présentation ou bien de rester connecté. Et voilà, moi, avec plaisir, si vous souhaitez discuter, voilà, etc. Voilà. C'est tout. Et oui, tu peux partager, Estelle, pas de problème. Merci infiniment, Aurore, pour toutes ces super idées et stratégies.